Bonjour tout le monde, chers conspirés, soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je vais vous raconter une petite histoire de quand on était enfant. Probablement dans vos milieux respectifs, vous avez déjà rencontré quelque chose de pareil. Moi, je suis originaire de l'île Idjwi et mes parents sont de là, mes grands-parents, tout le monde est là. Nous sommes des Congolais de père et de mère. Quand on était plus jeune, j'ai eu un moment de vivre dans la partie nord de l'île. On appelle ça Idjwi Nord. Et là, il y avait un bandit. Un bandit plutôt, mettons, un voleur très, très audacieux. J'oublie son nom. Si parmi les conspirés, il y a quelqu'un qui vient d'Idjwi Nord, il pourrait me rappeler, mais la personne qui pourrait très bien me rappeler ce voleur, ça doit être mon cousin Félicien Libakale. C'est mon cousin propre. Il peut me rappeler ce nom-là. Alors, ce bandit-là, il allait quelquefois voler des chèvres. Il va voler ta chèvre, il la mange. Alors, toi, tu ne sais pas qui a volé ta chèvre, tu es en train de chercher, tu te poses des questions, et par hasard, il te rencontre. Toi, tu ne sais pas c'est lui qui avait volé ta chèvre. Il te rencontre et te dit, ah, bonjour, monsieur Bertin, ça va bien? Tu dis, oui, ça irait mieux, mais j'ai perdu ma chèvre il y a 2 jours. Oh! La petite chèvre là qui souffrait de diarrhée là? Il dit, elle était comment? Avec de longues cornes, belle queue, belle peau comme ça là, couleur beige. Oui, effectivement. Ah, oublie ça, c'est une chèvre dont il te fallait quasiment te débarrasser parce que elle souffrait un peu. Oui, c'est moi qui l'ai mangé, je l'ai pogné dans ta parcelle là, je l'ai mangé quand même, c'était délicieux. De toutes les façons, tu ne feras rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te mesurer à moi? Au fait, sois content parce que j'ai quand même laissé le cochon, hein. J'ai mangé juste la chèvre. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes en train de vivre des choses contemporaines, des humains puissants contemporains, qui se comportent exactement de la même manière. Vous vous rappelez un jour, je vous parlais des États-Unis, j'ai dit que c'est un pays voyou, que les États-Unis c'est un État voyou. Regardez mes vidéos un peu plus tôt, vous allez trouver ça. Et un conspiré m'avait dit, mais monsieur là, vous racontez n'importe quoi. Comment ça, les États-Unis, le pays le plus démocratique du monde? Je dis, le penses-tu? Ils vous font croire qu'ils sont le plus démocratiques jusqu'à ce que vous viviez là-bas. Il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature libérale. C'est-à-dire, il y a des règles, tout le monde suit ces règles et ça arrête là. Dès que tu es en train de suivre ces règles, sans y déroger un peu, tu te croirais dans une démocratie. Mais il suffit que tu y déroges un peu, ou que par mégarde, tu commettes une faute, quelque légère qu'elle soit, elle est amplifiée et tu es crucifié. Non seulement cela, et parfois ils te cherchent eux, parce qu'ils ont besoin de ta peau. Alors, laissons passer cela, parce que je voulais vous montrer quelque chose. L'homme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-là. C'est Donald J. Trump, le président des États-Unis. Écoutez ce qu'il a dit. Oh shit. We're going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East. And you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, we're going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it.
We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East. And you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza are going to have to buy. Voilà. We're going to have Gaza. Le monsieur Trump a dit qu'il va prendre Gaza. Juste prendre, comme ça. Et le journaliste lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par prendre Gaza? Parce que, au moment, personne ne peut prendre un territoire qui ne lui appartient pas. Personne ne le peut. Trump a dit, nous n'allons pas acheter. Il n'y a rien à acheter là-bas, là. C'est un territoire dévasté par la guerre. Nous allons le prendre, l'arranger, le botifier, le rendre attrayant pour le peuple du monde. Tout le monde viendra vivre là-bas. N'oubliez pas que c'est le même Trump qui a pris le mont Golan, syrien, il a donné ça à Israël. Le même Trump a pris le Sahara occidental, qui fait dispute entre l'Algérie et le Maroc. Il a donné ça au Maroc. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous montre ça? Imaginez-vous, quelqu'un qui vient, il tue votre père, puis il vous fait asseoir, pendant qu'il est assis sur le siège où s'asseyait votre papa. Il met ses pattes sur le corps de votre papa, qui gît sans vie. Il vous dit, bonjour les enfants, donnez-moi un verre d'eau, je vais prendre un verre d'eau, je suis un peu fatigué, ça a été difficile de tuer votre papa, mais j'ai réussi à le faire. Et votre maman aussi assise là, il dit, les enfants, écoutez, vous étiez pauvres. Vous étiez en train de souffrir. Je viens de tuer votre père. Je veux prendre votre mère, j'en ferai ma femme. Vous viendrez avec votre mère chez moi vivre, dans une belle maison, je vous ferai à manger, vous serez bien habillé, vous irez dans de belles écoles, où votre maman ne manquera de rien, vous allez vivre heureux, plutôt que de vivre avec ce père ou l'ex-mari de votre maman qui ne vous servait à rien. Moi au moins, je vous aurais servi à quelque chose. Vous vous rendez compte? Il le dit et il le fait. Trump, c'est quelqu'un qui dit les choses pour les réaliser. C'est un gangster. Les gens qui ne connaissent pas un peu Trump, je pourrais m'avancer un peu sur quelque chose que je vais dire. Veuillez ne pas me corriger sur les détails, car les détails, c'est là qu'il y a le diable. Mais restons dans the big picture, dans le gros, dans le grand plan. Trump est né à Queens. Queens, c'est, vous voyez, New York a une partie des Noirs qu'on appelle Bronx et une partie des Blancs qu'on appelle Queens. Les deux, c'était des milieux défavorisés. Mais au moins du côté blanc, la vie était mieux que du côté noir Bronx. Le papa de Trump vivait dans Bronx, mais il allait aussi construire parce que c'est quelqu'un qui œuvrait dans l'immobilier. Il construisait des immeubles, il achetait des immeubles, il les rétapait, il les revendait. Alors, il allait aussi faire le même business du côté des Noirs dans le Bronx. Mais pour aller dans le Bronx, c'est dangereux. C'est que, bon, lui étant un homme qui a d'argent, il se faisait protéger et par le noir et par le blanc, donc les vrais des vrais, là, les gangsters. Maintenant, quelqu'un comme Trump, si vous regardez ses photos de jeunesse, il était très maigrichon et lancé. Donc, vraiment, il ne pouvait faire peur à personne. Pour lui, entrer dans le Bronx, c'était difficile. Il ne pouvait même pas s'y aventurer. Mais son père, pour la guérir, pour le rendre résistant et coriace, l'amenait avec lui dans le Bronx. Et parfois, comment je le sais,
C'est les gens qui le disent, pas moi. Et celui qui l'a dit, c'était Don Bongino. Don Bongino, c'est un ex-officier des forces secrètes, de la police secrète américaine, ou service secret comme on l'appelle, donc ceux qui protègent les présidents de la République. Sa dernière mission de protection, il l'a arrêté avec Obama, quand il ne voulait plus parce qu'il était dégoûté par Obama, alors il a préféré démissionner que de faire quelque chose qui lui coûterait cher et qui coûterait l'honneur du pays. Alors il a démissionné. Il parle et dit, le père de Trump le laissait à Queens. Il est dans Bronx, il s'en va dans Bronx, et rendu là-bas, il appelle, il demande à Trump de venir dans Bronx le rencontrer. C'est que Trump doit traverser cette zone-là qu'il redoute, cette zone-là qui lui fait la chair de poule, où il y a des coriaces, des noirs, des bandits. Alors, Trump a dit qu'il fallait qu'il apprenne la première des choses, c'est de se battre pour y aller. Alors, il commençait à livrer des petites batailles dans les rues de Queens pour se préparer. Et quand il traversait pour aller dans le Bronx, il changeait et sa démarche et son attitude, il prenait l'allure grave, terrible, comme s'il était un vrai coriace, mais maigrichon, alors. Mais les gens, connaissant son père, et comme il ressemblait à son père, il disait, il ressemble à son père, c'est le fils de Trump. Hein? C'est que on le laissait passer pareil. De toute façon, il y avait toujours des gens qui vont venir le raccompagner vers son père. Mais il s'était raffermi avec ça, il s'était comme endurci dans l'esprit pour dire, si je peux traverser le Bronx, donc je suis un dur à cuire. Alors il a grandi avec cette mentalité de gangster. C'est ainsi qu'il se comporte comme ça. Trump, c'est un gangster. C'est un intimidateur. C'était un bully. Un bully, c'est, voilà, un intimidateur, un vrai salaud. C'est ça qu'il est. Lui, il dit qu'il va prendre Gaza, juste comme ça. On lui a demandé dans la même interview plus loin, parce que j'ai écouté ça, je me suis abonné à la Maison Blanche. Tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de magique là-bas. Là, tu peux t'abonner à la Maison Blanche. Et dès que la Maison Blanche vient direct, tu peux le suivre ou tu peux suivre la vidéo à différé. Il n'y a pas de magie là. Donc, tout le monde peut le faire. Alors, il a dit plus tard, il dit, de toutes les façons, ces gens-là ne pourront pas trouver mieux ailleurs. Si nous construisons là-bas et que nous on prenne là-bas et que je demande d'autres pays de les prendre, ils vivront mieux dans d'autres pays. Quelqu'un lui a demandé, pourquoi vous ne pouvez pas construire pour les Palestiniens qui retournent là-bas? Il a dit, non, ils vont vivre là où ils iront. Ils vont pas revenir. C'est un territoire qui va prendre, qui va construire pour les États-Unis. Et quand il dit pour les États-Unis n'ont pas besoin de là. Parce que vous voyez, il y a des collègues congolais qui sont en train de faire la publicité sur leur petite chaîne pour dire qu'on vend des parcelles aux États-Unis, que les gens achètent des parcelles aux États-Unis. Donc, il y a de la parcelle, il y a à manger, à boire pour tout le monde aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas besoin de la bande de Gaza, qui fait quoi? 1 kilomètre carré, 2 kilomètres carrés peut-être. Mais c'est parce qu'ils veulent prendre ça et donner ça à Israël. Mais dire directement, je prends ça, je donne à Israël, ça va indigner tous les pays là-bas. Même les pays qui voudraient que ce soit ainsi feront semblant de s'indigner. C'est le cas de la Turquie, l'Arabie Saoudite. Tous ces pays-là vont faire semblant de s'indigner. Et pourtant, on se dit, prends, on est fatigué, fais-le. C'est comme ça qu'ils font. Ce sont des hypocrites. Si cette souffrance des Palestiniens a perduré, c'est parce que tous ces pays-là, tous ces dirigeants du Moyen-Orient en tirent leur épingle de ce jeu. C'est ça. Ils ont des intérêts à ce que ça perdure comme ça. Non seulement en acceptant qu'on fasse cela, c'est que
On ne va pas chercher à les taper dessus tout le temps, on ne va pas chercher à savoir ce qu'ils font, qu'ils fassent bien ou mal. Mais les pays qui ne voulaient pas, c'est le cas de la Syrie, qui ne voulait pas qu'on fasse ça aux Palestiniens, comme l'Iran, qu'on ne fasse pas aux Palestiniens, vous voyez comment on les malmène. L'Irak qui ne voulait pas qu'on fasse ça aux Palestiniens, on les a malmenés, on est en train de les malmener, vous voyez. Sauf les pays qui sont de connivence. Pourquoi j'ai fait allusion à ça? Car il se passe en République démocratique du Congo les choses que nous devons observer de très près, comme ça s'est passé et comme ça se passe dans la bande de Gaza, en Palestine. Ce que vous connaissez aujourd'hui comme Israël, c'était la Palestine. Jusqu'en 1948, c'était la Palestine. Puis on a demandé aux Palestiniens d'accepter des réfugiés israéliens, bon, pas des réfugiés israéliens, des réfugiés juifs qui étaient matraqués, martyrisés en Europe. Les Palestiniens de bon cœur, ils ont accepté, ils ont accueilli ces réfugiés avec joie, tout ça, ils leur ont donné où vivre, tout ça. Et puis ces réfugiés ont commencé à acheter des terres, ils ont commencé à tuer des propriétaires terriens, à occuper leurs terres, et puis à un moment, ils les ont complètement assiégés par des guerres égorgés, tués, brûlés, tout ça, ils se sont sauvés, certains sont allés au Liban, d'autres dans des pays limitrophes, ainsi de suite, et ils avaient espoir de retourner chez eux un jour. Ils sont jamais retournés. Et au fur et à mesure, on a commencé à prendre d'autres terres, les pousser quand ils résistent, on les tue, ainsi de suite, et jusqu'à présent, vous avez vu tout ce qui se passe. Est-ce que c'est déjà vu? Oui. La République démocratique du Congo, non loin que les années début 60, on a commencé à amener des vagues de réfugiés. Oh, les Rwandais de Kaibanda qui sont tués, et puis il y a le Rwandais de quelqu'un d'autre qui viennent prendre le pouvoir. Les Rwandais de Habyarimana qui tuent les autres, ils prennent le pouvoir, puis les Rwandais de Kagame viennent, tuent les Rwandais de Habyarimana, ainsi de suite. Il y a des vagues et des vagues et des vagues de réfugiés qui sont venus. Et d'autres que seulement les Nations Unies vont aller chercher pour les amener en RDC. Disent non, s'il vous plaît, allez les mettre loin des frontières ici, allez les mettre vers de ce côté-là, Minembwe, pendant qu'ils ont l'idée. Et tout d'un coup, de ce côté-là, il y a une colline qui s'appelle Mulenge. Mettez-le sur cette colline Mulenge. On le met sur cette colline Mulenge. Mais avant l'arrivée de ces gens-là, toutes ces collines-là et autres étaient habitées par des Congolais. Les Bavira, les Bafuliru, les autres là, ils sont nombreux là-bas. Les Babembe, tout ça. Ils habitaient là. Puis ils ont accepté d'accueillir ces gens-là. En les accueillant, comme ils veulent des pâturages, ils ont des vaches et tout ça, et ce sont des cultivateurs. Ils se sont dit, bon, on les laisse là pour qu'ils puissent faire leurs affaires, on se pousse un peu, on les laisse tranquilles faire leurs vaches, et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont créé une tribu du néant, Banyamulenge. Banyamulenge, donc les habitants de Mulenge. Rien d'autre. C'est ça que ça veut dire. Or, il y avait les habitants autochtones là-bas dont je viens de vous citer les noms. Les Bafuliru, les Babembe, les Bavira. Ils sont nombreux là-bas, je ne peux pas savoir tout le monde là. Ce sont les vrais autochtones de là. Et ils pouvaient s'appeler Banyamulenge de souche. Mais chez nous, on ne s'identifie pas par le milieu. On s'identifie par la langue. On s'identifie par les rois. Par la culture. Non. Les Bahavu, je suis Mohavu. Vous pouvez les trouver à Idjwi, à Kalehe, à Minova, partout là-bas. À Katana,
Vous allez les trouver. Les Bashi, vous allez les trouver à Walungu, vous allez les trouver à Kabare, allez les trouver à Ngweshe, vous allez les trouver. Donc, nous, c'est la langue, c'est la culture, et non pas le lieu où se trouve la personne. Puis quelqu'un vient, parce on l'a laissé habiter à un endroit pour des raisons humanitaires, purement humanitaires, une hospitalité légendaire du peuple congolais. Tout d'un coup, je suis Monyamulenge, tribu Banyamulenge. Vraiment? C'est de la merde, ça. Ça n'a jamais existé. Que vous me critiquiez, vous ne pouvez pas changer l'histoire. C'est ça l'histoire. Vous ne pouvez pas la changer. Pour que cela puisse exister, il faut qu'on tue chacun des Congolais, de ces 100 millions, de ces 120 millions de Congolais, qu'on tue tout le monde, qu'on n'existe plus. Et comme ça, cela pourra être la nouvelle réalité. Sinon, c'est totalement faux. Et quand vous entendez par inadvertance ou je ne sais pas quelle erreur, un Congolais de souche ou un politicien dire les Banyamulenge, c'est juste une façon de parler. Ce n'est pas vraiment parce qu'il reconnaît que ça existe une tribu quelconque, ça n'existe pas. Le père de Gisaro, ça c'est Gisaro qui dit ça lui-même, il dit que son père, quand il devait établir la différence entre ces Rwandais-là qui sont venus avant et qui ne posaient pas de problème, donc eux qui ne posaient pas de problème aux citoyens congolais, il voulait s'identifier pour faire la différence entre eux, ces Rwandais-là, avec les autres Rwandais qui venaient d'arriver dans cette vague-là de génocide et les autres. Alors ils se sont dit, nous devons nous appeler, mettons, nous qui habitons ici à Mulenge, les Banyamulenge. C'est Alexis Gisaro qui l'avait dit, que c'est son père qui avait amené l'idée. Et ils ont adopté ça. Les années 70, 77, 77, je ne sais pas. Quelque chose par là. Ne venez pas me corriger sur les années. Mettez-les seulement dans les commentaires et s'arrête là. Pour me préciser surtout. Mais je ne pense pas que vous allez contredire mon idée. Vous pouvez juste préciser ça pour tout le monde. C'est ainsi que vous avez vu le Rwanda, d'une manière farfelue, soutenu par les Occidentaux, commencé par... Tout était calculé. Les Occidentaux ont dit, on tue Habyarimana, on va créer ceci, il y aura génocide, on va les déverser tous sur le territoire zaïrois, Congo aujourd'hui. Personne n'ira au Burundi, personne n'ira en Tanzanie, personne n'ira au Kenya, on va les amener tous avec leurs armes au Congo. Et puis ce sera le motif pour nous de armer les Rwandais, évidemment avec d'autres forces associées, aller les chercher au Congo. D'où nous allons déstabiliser le Congo comme ça. Et nous aurons accès aux terres. Nous aurons accès aux richesses. Nous allons couper cette partie. Et ils sont passés d'ingéniosité à ingéniosité pour créer des forces de rébellion acquises à leur cause pour les amener en fin de compte à des négociations avec l'État congolais dirigé par un Rwandais, Kabila. Le Rwandais Kabila va tout leur donner. Quand on leur a tout donné, les armes s'arrêtent. Et c'est tout, on dit que, oh, le Congo a gagné. Et ainsi on a berné les Congolais. Quelqu'un vient dire, oh, il faut demander à Kabila comment il avait fait pour gagner les M23. Il n'avait pas gagné, vous le savez. Les M23 ont gagné. Est-ce que les M23 ont gagné? On gagne quand on a forcé. On ne les a pas forcés. Mais ils ont juste trouvé que les conditions étaient réunies. Un président rwandais qui accepte que les Congolais ont
gagné. Les M23 disent nous avons perdu, mais comme nous avons perdu, alors le Congo accepte toutes nos demandes, le Congo accepte de nous mettre dans son armée, dans sa police, dans l'administration, le Congo accepte de livrer l'Est du Congo au M23, au Rwanda, le Congo accepte tout des perdants. Or, c'est le gagnant qui impose. Le M23 qui gagnait contre le Congo qui avait accepté de bons offices, de bon cœur, la défaite. Une défaite qui n'a jamais été imposée par l'adversaire, une défaite qu'on a ingéniée soi-même. To engineer. Comment je suis en train de créer des mots. Il peut m'en excuser. Hein? Qu'on a fabriqué soi-même. Et nous y sommes aujourd'hui. Nous devons jouer de toute façon, nous sommes en train de perdre. C'est que nous devons jouer notre carte d'une autre manière. Nous sommes en train de perdre à cause non seulement des infiltrations, mais aussi de la corruption. Les généraux qui étaient à l'Est là, qui ont fait acheter des armes de toutes sortes à Tshisekedi, pour les acheminer à l'Est, pendant qu'ils avaient l'intention de donner ces armes-là aux Rwandais, les généraux qui ont accepté le déploiement des jeunes gens qui ne sont pas encore aguerris, mais qui n'avaient pas de choix que d'être déployés, croyant aller à la guerre pour combattre les ennemis, ils se retrouvent là, ils trouvent que leurs officiers supérieurs et les généraux sont dans le coup de l'ennemi. Ils vendent la position des forces congolaises aux ennemis qui les bombardent et les tuent. Ils donnent de fausses indications aux troupes congolaises qui avancent pour aller tomber dans les embuscades. Et parfois, ils ordonnent complètement et carrément aux troupes congolaises de battre en retraite ou de déposer les armes. Ou carrément, ils vont demander aussi qu'il y ait renfort sur le front. On amène des armes, on amène les rations, on amène tout. Une fois que c'est rendu sur place, on demande aux forces congolaises de se détendre un peu, qu'il y aura une opération dans quelques heures à des endroits qui seront indiqués, pendant que les forces sont en train de se reposer pour prendre du mieux, boum, ils sont assiégés par l'ennemi. C'est la débandade. Les chanceux s'en sauvent, les autres meurent. Et l'ennemi prend tout ce qui était là. Comment se fait-il que l'ennemi est en train de tirer sur les soldats? Les soldats ripostent, un général vient leur dire, ne ripostez pas parce que si vous ripostez, les Nations Unies vont nous accuser de briser le cessez-le-feu. Nous violons le cessez-le-feu pendant que nous, on riposte au feu ennemi. C'est l'ennemi qui viole le cessez-le-feu et nous, on riposte. Mais il va dire, non, nous, on ne peut pas faire ça, battez en retraite. Et l'ennemi avance. Quand l'ennemi prend le territoire, du coup, comme par magie, les assaillants demandent et exigent un cessez-le-feu qui vient des États-Unis. On leur demande ça. Maintenant, l'ennemi a cette terre-là. Cessez-le-feu, on ne tire pas. L'ennemi se réorganise, se regroupe, se réarme. Quand il est prêt, il lance l'offensive. Il avance. On demande à nos troupes de battre en retraite. Nos troupes battent en retraite. L'ennemi prend le territoire. Oh, cessez le feu. On cesse le feu. L'ennemi vient de gagner notre territoire. Ainsi de suite. Quand nos forces sont à gauche, on demande à l'ennemi de passer à droite. Comment l'ennemi sait tout ça? Parce que il a les moyens d'observation aérienne.
Ça vient de l'Union européenne, des puissances occidentales qui donnent ce qu'on appelle l'intelligence aérienne. Ils observent, ils disent aux Rwandais, les Congolais sont à gauche, passez par la droite. Ils contournent nos forces. Puis nos forces se trouvent encerclées. Quand ça se passe une fois, je comprends que le premier Gaou n'est pas Gaou. Quand ça se passe 2 fois, 3 fois, 4 fois et plusieurs fois encore, donc le deuxième Gaou là, qui était devenu Nyata, est devenu Nyata plus plus. Et pour trouver qu'il n'y avait même pas de nyatisme dans tout ça, mais une complicité coupable de Congolais, de généraux en qui le président a mis sa confiance. Il leur a demandé quel est l'état de besoin. Nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Quand vous entendiez Tshisekedi dire, s'ils osent tirer ne fût-ce qu'une seule balle, qu'un seul Congolais soit touché, je réunirai les deux chambres. Quand Tshisekedi parlait comme ça, il bluffait pas. Mais il le disait sur base des renseignements que lui donnaient ces gens, ces collaborateurs. Vous vous rendez compte combien ils ont poignardé leur propre chef dans le dos? Quand Tshisekedi disait, je n'ai même pas besoin de traverser pour aller au Rwanda, nous pouvons atteindre Kigali sans aller là-bas. Il ne mentait pas, il disait vrai. Parce qu'il avait les moyens. Mais tout le monde disait, ne fais pas ça, tu peux juste en parler, mais ne fais pas ça, viendra le moment, viendra le moment. Et pendant tout ce temps, ils sont en train d'acheminer les armes en cachette au Rwandais, au Rwandais, au Rwandais, au Rwanda, au Rwanda, au Rwanda. Ils vendent tout le plan, toute la mèche, d'un bout à l'autre au Rwanda. Le Rwanda comprend quelle forme d'armes il lui faut. Je vais chercher ça. Ils ont des avions qui s'en viennent, des avions de combat. Ils ont des hélicoptères de combat qui viennent. Alors moi, je vais chercher un système de brouillage de signal radar. Je vais chercher un système anti-drone. Je vais plutôt m'acheter des drones. Même quand ils ont bloqué certaines voies d'accès, je pourrais envoyer mes drones directement au Congo qui vont amener, dans lesquels ils vont stocker de coltan et ça va venir. Je ne mens pas parce que si vous regardez mes vidéos, j'avais posté une des vidéos ici. Ça se trouve là, vous allez regarder comment les drones viennent du Rwanda, ils arrivent au Congo. Les jeunes Congolais qui viennent avec des sacs de coltan. D'abord, quand ils ouvrent le réservoir, ils prennent une enveloppe, donc l'argent est dedans, ils mettent, finalement, ils déversent tout le coltan dedans, ils referment, le drone s'envole, il va au Rwanda. Vous avez vu, regardez la vidéo, et là, juste là, parmi mes vidéos, vous allez voir. Tout ça, il n'y a personne qui dit à Kinshasa que ça se passe. Ne blâmez pas le président n'est pas soldat. Il n'est pas sur le front. C'est pour ça qu'il a engagé des soldats, qu'il a formé des soldats, qu'il a des généraux, qu'il a l'ANR, qu'il a l'ADEMIAP, il a tout d'autres services, il a des civils engagés pour tout ça. Alors, tout ce monde-là, s'ils sont corrompus contre leur propre pays, n'allez pas critiquer le président de la République. Il a fait tout ce qu'on lui demandait de faire. Et il trouvait que c'était bon pour le pays, il le faisait. Comment Mobutu est parti? Mobutu a été chassé, il croyait qu'il avait une armée. Il croyait qu'il avait des armes. Pendant que ses officiers vendaient les armes, les soldats étaient déjà laissés à eux-mêmes. Évidemment, ils savaient un peu là, parce qu'il avait surarmé, surentraîné la DSP.
Et dans la DSP, il y avait tous les mouchards possibles. Il y avait tous les traîtres possibles. Qui, eux aussi, vendaient les armes. Vous vous rendez compte que les armes venaient des États-Unis pour aller chez Savimbi. Mobutu prenait toutes ces armes-là, il prenait les Biforo Gondo qu'il a chez lui, là, les armes foutues, rouillées, il envoyait ça à l'unité de Savimbi. Il gardait les bonnes armes, et puis les officiers vendaient ça. Je ne mens pas. Les anciens de DSP, vous le savez, non? Que vos officiers ont fait ça. Quand la guerre est arrivée, vous n'avez pas d'armes. Ceci que Mobutu, en dernière minute, sort beaucoup d'argent. Il donne de l'argent à différentes personnes pour aller vite, aller acheter des armes. En Yougoslavie, par-ci, par-là, pas Yougoslavie n'existe plus à ce moment-là, c'était comment on appelle ce pays-là? Serbie, en Croatie, tous ces pays-là d'anciens URSS. Et curieusement, les gens qui allaient acheter des armes, ils s'en foutaient de quelles armes ils achetaient. Ils allaient juste ramasser n'importe quoi pourvu qu'ils gardent leur argent. Et d'autres ont disparu avec l'argent. Ils ne sont jamais revenus. Mobutu se retrouve avec certaines armes. Non seulement que ces armes sont démilitarisées, parce qu'elles fonctionnent plus normalement, parce que dans chaque armée, il y a ces armes-là qui ne sont plus pratiques, qui ont subi des détériorations par usage ou par accident ou par malformation. Ça peut être aussi un défaut de fabrication. On les déclasse. Et toutes ces armes-là ont été vendues aux Zaïrois en ce moment-là. Ça arrive au Congo, ça ne fonctionne pas. Et d'autres qui achetaient des armes dans ce pays, ils vont acheter des munitions dans un autre pays. On leur dit, oui, c'est ça. Quelles armes vous avez acheté? Ah, nous avons acheté des AK-47. Ah oui, AK-47. Ah, ok. Quel modèle? Quelle série? Oh, telle série. Ah, ok. Ça va fonctionner avec telle douille, telle cartouche. Et quand ils achètent ces cartouches-là, ça rentre pas. Dès que ça rentre, on tire, ça jamme. Jamais. L'arme s'enraye. Ou carrément, l'arme explose. Ou rien d'autre se passe. Vous vous rendez compte? Plein de choses comme ça. Et Mobutu, finalement, son général, chef d'état-major, général, va venir le voir pour lui dire, Monsieur le Président, ah non, c'était le ministre de la Défense. Maélé, il était rendu ministre de la Défense, hein, chef d'état-major général, oui, chef d'état-major général, je crois. Je ne peux plus vous protéger. Pendant qu'il était déjà dans le coup. Je ne peux plus vous protéger, il faut que vous en alliez. C'est ce que Mobutu est parti en dernière minute, et c'était un grand chaos. Parce que Mobutu était sûr que les moyens qu'il a fait venir vont tout faire. Ils ont fait ça à Tshisekedi, ces gens-là. Mais quand ils pensent faire ça à Tshisekedi, ils le font à leurs compatriotes, aux 5 millions de Congolais. Parce que regardez, aujourd'hui où je vous parle, les gens là-bas à Goma, là, ne sortent plus. On est en train de canarder les gens dans les rues, de les tuer dans leur maison. Je ne peux pas vous faire écouter des messages que j'ai là. Des gens qui se font tuer dans leur maison. Les gens qui partent et disent pour aller à Bukavu, ils arrivent, il y a un îlot, très grand quand même, qu'on appelle Tinyabalanga. Tinyabalanga, c'est une grande île, mais une petite île, parce que l'île Idjui, c'est un archipel. Ça contient énormément d'autres îlots. Certains plus grands que d'autres. Donc, Idjui, c'est grand, c'est gigantesque. Si vous voulez le savoir. Je criais tout le temps. Ça fait combien d'années que j'écris? Depuis que j'ai commencé cette chaîne moi-même. Allez regarder. Je disais, s'il vous plaît, mettez des bases
de petites bases de marine, de petites unités de marine, de l'infanterie de la marine à Idjouy, chercher des Zodiacs, des canons rapides. Je disais toutes ces choses-là. Que les Rwandais sont en train de sillonner, de patrouiller nos eaux là-bas, pendant que ce n'est pas leur terre, ce n'est pas leur territoire. Et voilà, le malheur a frappé. Quand ils ont acheté cette maudite frégate-là, j'ai dit, pourquoi vous achetez cette caracasse de métaux? Pourquoi? Ça sert à quoi? J'ai dit, vite, sans délai, acheter des Zodiacs, avec ceci, amener des marins. On pouvait même, cette affaire-là de mercenaires, je me rappelle, il y a des frères qui ont dit, il y a pas longtemps, en montrant le chef là des mercenaires, on m'a dit, oh, il est à Goma, situation sous contrôle, tout ça. Pendant que c'est eux qui sont en train ils sont à la solde des Occidentaux. Vous êtes allés chercher des gens, vous les payez à prix d'or leur présence là-bas, croyant qu'ils vont défendre le pays. On a qui sont en train de vendre le pays. Ils sont de mèche avec la MONUSCO, ils sont de mèche avec le Rwanda, ils sont de mèche avec l'Union européenne. Vous les payez et ils sont encore payés par l'Union européenne. Ils ont fait d'argent incroyable. Vous savez quoi? Je vais vous surprendre. J'ai un voisin. Il est roumain. Il m'a dit, quand on se parle, lui, il croyait que j'étais béninois. Alors, dernièrement, on était en train de parler. Tu sais comment les hommes parlent, hein? On parle de coq à l'âne, on a parlé de situation dans son pays, puis j'ai commencé à parler de situation de mon pays. Il m'a dit, ton pays, c'est le Congo? J'ai dit oui. Oh, moi, je crois que tu étais béninois. J'ai dit non, je suis congolais. Il m'a dit, est-ce que tu connais l'affaire des mercenaires qui s'est passée? J'ai dit oui, ce sont des Roumains de ton pays. Il dit, j'ai juste su avec retard, moi aussi, je me serais fait recruter, je serais parti là à faire de l'argent parce que beaucoup de soldats réguliers de l'armée roumaine ont pris leur congé pour partir au Congo faire de l'argent. Ils savaient que tout est bien monté, il n'y a rien qui leur arrivera, et ils sont repartis. Ils sont repartis. Ils ont beaucoup d'argent. Ils disent que il a su avec grand retard, sinon il serait déjà parti lui aussi. Donc cet homme-là qu'on appelait je ne sais pas qui, je voyais les gens, ouais, il est là, situation sous contrôle, on regarde, on montre. Un mercenaire, c'est un prostitué. Ou une prostituée si vous voulez. Prostituée, ça peut être un homme ou une femme, alors c'est un prostitué. Vous payez, il arrive. Son but, ce n'est pas de vous satisfaire, son but, c'est de vous donner un peu de temps avec. Alors, la prostituée, vous pouvez la payer pour 1 heure et vous n'allez pas coucher avec elle pendant 1 heure. Elle s'arrange, vous faire ceci, vous caresser, faire traîner les choses. Pendant 40 minutes, il vous reste 20 minutes. Le temps que vous vouliez passer sur votre action, vous comprenez ce que je veux dire? C'est déjà 1h10, c'est, oh, ça fait 60 minutes, c'est fini. Mais je n'ai rien fait encore. Elle dit, oui, tu as payé pour 1 heure de temps. Si tu veux encore, tu peux payer, hein. Maintenant, c'est le prix double. J'ai plus d'argent, va-t'en. C'est ça. C'est ça un mercenaire. Au lieu de prendre tout cet argent-là, investir dans le Congolais, j'avais fait une vidéo avec comme titre, est-ce qu'un capitaine peut commander les troupes au combat? Allez regarder cette vidéo, elle est là. Je pense que c'était là le titre. Je n'ai pas regardé, mais je me rappelle. Au début là. Et ça fait 1 an et plus que j'avais dit cela. Quand je dis que Tshisekedi prenne le soldat qu'il a formé depuis qu'il est président de la République. Je dis, si ces officiers-là ont suivi la formation normale, ils sont rendus peut-être des capitaines, ceux qui sont allés vite sont des majors. Et ils sont capables de faire tout. On n'a pas besoin de colonels, on n'a pas besoin de généraux. Il y a une personne qui m'avait ramassé. Je faisais encore beaucoup de directs. Elle m'avait ramassé là-dessus, il me dit, de quoi tu parles là? Je savais de quoi je parle. Je me dis, il y a un capitaine
qui est ici au Burkina Faso et qui fait les choses comme il veut. Il dit, on a déjà eu un sergent, Samuel Doe, qui avait pris un pays. Ce n'est pas le grade qui est important. C'est le soldat lui-même qui est important. J'ai fait comprendre la personne. Pourquoi j'avais dit, ce n'était pas parce que je disais qu'il fallait faire un coup d'État, c'était loin de là. Je voulais que Tshisekedi prenne ce soldat à lui qu'il a formé, qui se débarrasse de ces vieux et anciens militaires qui sont sans formation de base ou qui ont grimpé, qui sont passés de grade à grade, juste comme ça. Quelqu'un se réveille le lendemain, il n'a jamais fait la qualification militaire de base. Ça, c'est important que chaque soldat passe par là et qu'il subisse la rigueur de la formation détaillée du soldat. C'est de là que ça part. Tu es général, tu ne connais pas ça, tu n'es pas soldat. Tu es colonel, tu ne connais pas ça, tu n'es pas soldat. Mais un soldat qui a suivi ça à la rigueur, qui a déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, il vaut plus qu'un major qui n'a pas connu cette formation de base. Il vaut plus qu'un colonel qui n'a pas fait cette formation de base. Parce que ce colonel-là ne sait même pas comment on fait la navigation avec carte et boussole. Il ne le sait pas. C'est ainsi qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer les soldats qui tombent dans les embuscades par-ci par-là, les soldats qui se retrouvent, ils sont en train de marcher, ils tombent dans le sable mouvant, ils sont pris là-dedans et pendant que l'ennemi est en train de le pulvériser avec des balles. C'est ainsi qu'il y a des généraux américains qui ont une certaine réputation de héros de la guerre. Pendant qu'ils ont fait canarder les Américains par les Allemands, en les débarquant sur des plages où il y avait du sable mouvant. Le sable mouvant, vous savez c'est quoi? C'est une forme de sable, c'est comme de la boue. Vous êtes dedans, ça vous tient les pattes, vous ne bougez plus. Et quand vous bougez pour vous en sortir, ça vous amène vers le bas. Ça vous engloutit. C'est ça qu'on appelle ça. Et il les a déployés là-bas. Oh, les Allemands avaient placé leurs canons et des machines, les machine guns, les fusils mitrailleurs, hein, les mitrailleuses, sur les collines là, les larges des plages. Alors les Allemands ont tiré jusqu'à finir les munitions, faire venir d'autres munitions, canarder les Américains, les déchiqueter comme des morceaux. La plage était pleine de cadavres. Mais ce général-là, pour que les Américains ne puissent pas se fâcher, on a créé le système de 10% dans les armées occidentales. Le 10% pour dire tout commandant a droit de perdre 10% de ses hommes pour franchir. Alors si tu perds 10% de tes hommes et que tu ramènes le reste, tu es gagnant, tu es un héros. Alors imaginez-vous, vous êtes 10 000 et vous perdez 10%. Vous vous rendez compte? Combien de gens sont morts? Mais avec ça, on va t'appeler héros. Alors, pour revenir à notre affaire, c'est pour ça que moi j'avais dit que Tshisekedi prenne ses capitaines, ces majors qui venaient de former. Parce que moi je me disais qu'avec 4 ans depuis qu'il a fini son cours de base d'officier, donc quand il était sous-lieutenant, après 4 ans il pouvait être capitaine, il pouvait 5 ans il pouvait atteindre déjà major, alors qu'on les envoie là-bas. Parce que je me disais non, dans sa deuxième mandature, ils sont déjà des majors, qui les envoient là-bas, qui enlèvent tout ce monde-là. Personne ne m'avait écouté. Je parlais au travers de mon chapeau selon les gens. Vous vous trompez sur les gens. L'habit ne fait pas le moine. Nous sommes passés par le feu. Nous avons connu le pire et le meilleur. Nous avons été formés. Nous avons été enseignés. Nous nous sommes nous-mêmes renseignés. Nous nous sommes nous-mêmes instruits.
amenant tout ça ensemble, nous avons des choses que nous pouvons apporter aux gens. Vous, le jeune Congolais là, vous, le jeune officier, si nous venons au Congo là, n'ayez pas peur. Nous sommes vieux. Nous ne pouvons pas prendre votre place. Je ne peux pas courir avec vous dans le bois la nuit, sauter les murs, escalader, tomber dans le trou. Si je tombe dans le trou, la jambe va facilement se casser. C'est pour ça que l'armée, c'est un service de jeunes gens. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer l'armée 18 ans. Rendu à 40 ans maximum, vous sortez la personne du champ de bataille. Vous l'amenez en arrière. Vous laissez les jeunes aller là-bas. Parce que son corps ne peut plus suivre. Il peut se blesser facilement, les os peuvent se casser facilement, et les articulations sont déjà amorties, tout ça. Les raisons pour lesquelles j'ai dit, donnez tout aux soldats. Je criais, donnez tout aux soldats. Le soldat d'abord. Vous voyez, vous avez acheté les équipements. Et je disais, vous allez acheter les équipements et c'est l'ennemi qui les prendra pour les diriger contre vous. Parce que vous n'avez pas des bons soldats gradés. Je le disais, si je mens, allez regarder mes vidéos. Ils sont là. Et comme je n'ai pas beaucoup de vidéos, vous pouvez passer au travers de mes vidéos en une journée ou deux. Je n'en ai pas beaucoup, je n'en fais pas chaque jour. Ne soyez pas paresseux, allez regarder. Vous allez trouver que tout ce qui arrive aujourd'hui, j'en ai parlé. Je n'aime pas venir vous dire chaque jour, oh, tel vient de faire ceci, on vient de prendre ceci, tel vient de débarquer là. Ça donne rien. Aujourd'hui, regardez ce que les Rwandais ont fait. Où êtes-vous? Rwandais, 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 Rwandais. Ça, j'ai pris ça de la plateforme deboutrdc.net. Urgent, guerre en RDC. C'est chaud sur le lac Kivu. Tôt le matin de ce mardi, 7 bottes en provenance d'Idjui pour la ville de Bukavu viennent d'être empêchées de traverser par les tenues militaires rwandais qui barricadent le lac vers l'îlot Kinyabalanga, dont je parlais tantôt. Les Rwandais ont empêché Congolais d'aller à Bukavu. Attendez, je vais faire un zoom pour vous. Vous allez voir ce bateau-là. Là, ce sont des Rwandais. Attendez. Je vais faire un zoom pour vous. J'espère que vous pouvez le voir maintenant. Vous voyez là. Vous voyez? Ce sont des soldats rwandais là. C'est eux. Ils empêchent aux Congolais qui venaient d'Idjui. Ils sont sur le lac Kivu dans la partie congolaise. L'îlot Kinyabalanga, qui est dans le lac Kivu, sur la partie congolaise, et selon le dit de quelqu'un qui parlait dans son audio, il décrivait, il dit, Kinyabalanga, si vous passez par en arrière, donc sur sa partie qui fait face au Rwanda, vous avez 100 mètres de large pour atteindre les eaux du Rwanda. Donc de ce côté-là, vous avez seulement 100 mètres. Vous êtes au Congo. Donc si vous êtes à 99 mètres, un Rwandais n'a pas le droit de vous toucher là-bas parce que vous êtes au Congo. Mais cette fois, ils sont du côté du Congo. Ils sont du côté du Grand Congo. Parce que en arrière, au-delà des 100 mètres, vous êtes au Rwanda. Ils n'étaient pas de ce côté-là mince, mais du côté large. C'est de ce côté où le large de notre territoire se trouve dans l'eau. Les Rwandais les en empêchent. Vous vous rendez compte que Idjui, c'est une île enclavée.
les gens doivent aller soit à Bukavu ou à Goma pour se procurer des denrées alimentaires qui ne produisent pas sur l'île. Ou vendre ce qu'ils ont pour aussi s'acheter d'autres affaires. Le Rwandais les en empêche, c'est que le Rwandais les condamne à la faim, le condamne à la mort certaine. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est juste le sommet de l'arbre que vous ne voyez pas le reste de l'arbre. Le mal que le Rwanda est en train de faire. Et toutes ces eaux-là. Donc, c'est comme si le Rwanda a déjà, effectivement, annexé l'Est de la RDC. C'est le général Masunzu qui les empêche de prendre Bukavu. Ils ont essayé dernièrement. En essayant avec le même nombre d'effectifs de soldats qu'ils ont eu pour prendre Goma. Mais ils ont rencontré le général Masunzu qui, lui, n'est pas dans le coup des généraux congolais. En passant, général Masunzu, c'est de ceux-là qu'on peut dire malencontreusement Banyamulenge. Mais lui, il est voué pour la cause de la RDC, plus que tous ces généraux congolais qui étaient là-bas. Je ne veux pas citer leur nom, vous les connaissez. Des généraux que nous, on était en train de vanter. Jeunes, beaux, qui ont l'air dynamiques, musclés, tout ça. Muscles de merde. Ils étaient élégants, ils marchaient majestueusement. Merde. Corrompus. Vous n'avez pas d'épine dorsale, vous n'avez pas de colonne vertébrale. Vous avez trahi vos soldats, vous les avez laissés à la mort certaine. Vos soldats, n'ayant pas de communication avec vous, ne sachant pas ce qui se passe, ils attendent les ordres ne viennent pas. Ce silence radio. Ils essaient d'appeler leur poste de commandement. Silence radio. Ils sont quelque part, ils ne savent pas où ils sont. Vous savez où ils sont parce que vous suivez sur vos maps où ils sont, ou là où vous avez déployé, et ils ne savent pas exactement où ils sont. Ces soldats-là ne savent même pas naviguer. On les a canardés. Les Rwandais les ont tués. À cause de vous. Mais Masunzu, lui, je ne sais pas ce qui va être demain, mais pour aujourd'hui, il est presque un Mamadou Ndala. Au moment où je vous parle, Mamadou Ndala aussi, on disait qu'il avait un parent étranger. Hein? Les Congolais de souche, vous faites la honte. Regarde comment tous les analystes, tous les TikTokers de l'Afrique sont en train de se moquer du peuple congolais. À cause de vous. Merde. Bravo aux soldats russes, aux généraux russes qui meurent au combat. Car eux, ils sont côte à côte avec leurs soldats. C'est ça, la philosophie de l'armée russe. Le général est au front, en première ligne de contact avec ce soldat. C'est pour ça qu'ils meurent. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, c'est parce qu'ils sont au front. Ils sont en train de commander tout en tirant. Ils avancent avec leurs troupes. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Qui avance trop, qui recule à l'arrière. Les ramener tous sur la même ligne. Avancer ensemble. Et peut-être pendant qu'ils regardent à droite ou ils regardent à gauche, en ce moment-là, ils mangent une balle. C'est ça un général russe. Le général congolais, dès qu'il entend ping ping, il a déjà pris son argent en poche, et l'argent est déjà parti dans une certaine banque, et surtout au Rwanda. Bakimi, dans les bateaux rapides, ils vont à Bukavu. À Bukavu, pour que vous alliez vendre Bukavu aussi. Une chance que Masunzu était là. Je ne sais pas ce qui va devenir demain. Est-ce qu'il va maintenir cette ligne de dignité ou il va chuter? Je ne sais pas. Mais si Masunzu tient jusqu'au bout, vous les Congolais là,
Et dans d'autres pays, on ne blague pas. Vous trahissez, vous passez. Dans l'armée russe, tous ceux qui ont trahi n'existent pas aujourd'hui. Vous vous rappelez comment il y avait plusieurs procès il n'y a pas longtemps, des ministres de la Défense qui étaient arrêtés, des vice-ministres de la Défense qui étaient arrêtés, parce que en Russie, vous trouvez, le ministère de la Défense a une dizaine de sous-ministres de la Défense. Il y en a qui est chargé de la logistique, qui est chargé de ceci, qui est chargé des finances, tout. Donc chacun a une tâche. Et ils étaient à la sorte des étrangers. On les a accueillis les uns après les autres. Et ils écoutent, ils suivent tout le monde. Ceux qui sont chanceux font la prison. Et les autres, ils n'existent plus. Vous vous rappelez celui qui était le boss de Wagner, qui a trahi? Il est revenu, on l'a dit, ok, demande pardon au peuple, il a demandé pardon au peuple, on l'a accueilli, il a même été voir le vieux Vlad, ils ont parlé, puis il est retourné, il a commencé à faire un semblant de vie, puis un jour il a pris son avion. Et malheureusement, l'avion est tombé. Là-bas, les avions tombent, hein. Et d'autres, le pilote russe là, qui avait pris leur hélicoptère de combat, dernier cri, le bébé de la flotte des hélicoptères, il a traversé avec en Ukraine, il est allé donner aux Ukrainiens, et il a trahi son peuple. On le trouvait sur toutes les télévisions. Il est en train de dire, non, je ne sais pas quoi. Il vilipendait la Russie, il faisait tout ceci. On croyait peut-être qu'on lui avait donné 5 millions de dollars. Non. 450 000 dollars. 450 000 dollars. Il a trahi son pays. Et ils sont allés le cacher dans un pays européen. En changeant ses identités, tout, changer le look. Ça n'a pas été long. Les Russes l'ont trouvé. Ils l'ont criblé de balles. Ils l'ont trampoliné sur son corps. Ils ne blaguent pas les Russes. Si eux ne tuent pas les dirigeants occidentaux, parce que dans la culture des Russes, on ne veut pas tuer un dirigeant. Il fait ce qu'il fait pour son pays. Sauf s'il porte l'uniforme et prend l'arme et vient au front, oui, on l'abat. Sinon, ils auraient déjà zigouillé tous ces dirigeants européens-là. Ils savent le faire, mais ils ne le font pas. Regarde comment ils ont trouvé leur officier là qui a vendu le pays en donnant l'hélicoptère. L'hélicoptère qui porte le secret de fabrication, l'invention russe, aux Américains. Non, ils l'ont fait passer. Et tant d'autres. Chez nous, non, ils sont là, on apprend... Hey, en passant, vous avez vu, les gens là qui étaient en train de raconter n'importe quoi sur le chef de la maison militaire, Frank Boimunda. Oh, il est résidence surveillée, il a été entendu par la DEMIAP, je ne sais pas quoi. Il est maintenant en résidence surveillée. Mais hier, je l'ai vu. Il était à Kibomango. Il était à Kibomango pour remettre voir les maisons que Fachi a construit pour les militaires. Le camp de Kibomango est maintenant construit. La base de Kibomango est maintenant construite. Chose qui n'avait jamais existé au Congo depuis que le Congo existe. Les Belges nous avaient laissé quelques bicoques là-bas là, qui sont tombés à décrépitude. C'est la première fois. Regardez comment c'est beau et grand. Vous détestez Tshisekedi parce que vous êtes jaloux de tout ce qu'il a compris pour le pays. Et vous savez que vous voyez comment il est en train de fonctionner. Vous savez qu'avec ça, on ne pourra plus jamais vouloir entendre de quelqu'un d'autre si ce n'est que Fachi. Et que, c'est pour ça que vous avez crié, quand vous avez entendu qu'on va amender la Constitution, oh, il va rester
pour toujours. Parce que vous avez eu peur, la population veut qu'il reste pour toujours. Avec tous ces développements, les changements dans le positif du pays, vous avez eu peur. Et tout d'un coup, quand il dit que on a publié les compagnies qui vont faire l'exploitation de gaz dans le lac Kivu jusqu'à Idjouи. Hey, comment ça? Une usine d'exploitation de gaz à Idjoui? L'île qui est figée au IIe siècle? Oh non, 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 non. Hey les gars, on n'attend pas, on attaque. Attaquons. Hey, les officiers congolais, on vous a déjà donné de l'argent là. Qu'est-ce que vous dites là-bas? Venez, 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 venez. Oh. Vous allez payer pour tous vos péchés. Mobutu était décrié par la population. 30 ans où il a détruit le pays. C'est pour ça qu'il est parti. La population l'a fait partir. Laurent Désiré Kabila est venu. Il n'avait même pas encore le temps de respirer. Vous l'avez tué. Kazembe Kanambe est venu. Il a détruit le pays, il a saucissonné le pays, il a tout donné au Rwanda. On vous a squeezé, on vous a demandé de chanter son nom, vous avez chanté. Et puis, Tshisekedi a gagné les élections. Vous vous y attendiez pas, hein? Vous n'aviez pas peur de lui, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, il est arrivé. Vous croyez que vous allez... Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a même pas l'Assemblée, c'est nous, toujours PPRD. Le Sénat, c'est nous PPRD. L'armée, c'est PPRD. La police, PPRD. L'administration, PPRD. Qu'est-ce qu'il peut faire? Même les églises, c'est PPRD. Les journalistes, c'est PPRD. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il fera rien. Toujours. De la même manière qu'aujourd'hui, on est en train de l'insulter. Il se tait. Il travaille dans le noir, il est malmené, le pays est malmené, il se tait, il continue à travailler dans le noir. C'est ainsi qu'il avait fait. Et ils se sont retrouvés, eux, genoux à terre. De la même manière que ceux qui sont en train de faire ce qu'ils font aujourd'hui, le pays est meurtri, le pays est martyrisé, le pays va gagner. Vous savez pourquoi? 1. Le peuple sait que ce président était en train de travailler pour le pays. Il a des difficultés parce qu'il est combattu, de l'intérieur comme de l'extérieur, par les ennemis du pays. Mais les gens voient qu'il travaille. On l'accuse. Oh, c'est un voleur. Mais quelqu'un qui n'est pas aimé par les Occidentaux, et il n'y a pas un seul article qui vous montre ce qu'il a volé, c'est qu'il est immaculé. Regardez son frère en train de danser. Pourquoi pas? Parce qu'il est le frère du président, il ne peut pas danser. Si vous allez à Goma, il y a même, c'était de ma famille qui voulait faire le mariage. Je leur ai dit non, ne faites pas le mariage dans cette situation. Mais les gens voulaient se marier, non? Les gens ont dit, ne faites pas ça parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Mais ils voulaient se marier. Même en guerre, les gens se marient. Même en guerre, les gens sont en train de danser. Alors, le frère de Tshisekedi, il a fêté son anniversaire, il danse, c'est tout un problème. Il peut inviter 40 personnes, il peut inviter 300 personnes. Même nous, les pauvres, nous invitons 500 personnes au mariage, quand même. Et que lui, qui n'est pas pauvre, qui n'est pas né dans une famille pauvre, n'est pas capable d'éviter 500 personnes, ça vous étonne? Et qui danse, c'est mauvais? Vous voulez qu'il soit genoux en train de pleurer? Si vous voyez le président bien habillé, oh, le président ne peut pas s'habiller comme ça, on est en guerre. Comment vous voulez qu'il s'habille? Qu'il s'habille comme un clochard? Oh, regardez le président ukrainien. Non, le président ukrainien, c'est un acteur. On lui demandait de faire cela. Oh, il était partout sur les télévisions, partout. Lui, il n'est pas... Non, on lui demandait de faire cela. Il faisait le guignol. Mais où est son pays aujourd'hui aussi? Lui, il a cherché le problème qu'il a. Nous, on ne les a pas cherchés. Les problèmes sont venus nous chercher.
parce que nous avons des ennemis à l'extérieur. Lui, il est allé chercher des ennemis en Russie. Alors, ne commence pas à chercher des poux dans la tête chauve, là, comme la mienne. Tshisekedi travaille fort. Et lui, le peuple l'aime. C'est pour ça, il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques mois, moins de 5 mois, que le peuple l'a voté. 73,4%, 3%. Parce que le peuple était heureux de ce qu'il faisait et le peuple voulait qu'il passe à une vitesse supérieure. Mais vite, les ennemis. Le jour de l'inauguration, et regardez la vidéo que j'ai faite le lendemain. J'avais dit quelque chose qui est arrivé exactement comme je vous avais dit. Pas parce que je suis extraordinaire, non, parce que tout est là. Si vous écoutez comment les Occidentaux parlent sur leurs médias, vous lisez ce qu'ils écrivent dans leurs journaux, sur leur compte TikTok ou bien je sais quoi, vous voyez. Moi, je ne crée rien. Quand je viens ici, là, je n'ai rien créé. Je ne fais même pas d'effort pour aller chercher, ça se trouve là. Tout le monde. D'ailleurs, vous qui êtes du conspiratorium, j'ai vu que vous êtes très, très branchés. Vous savez, quand je parle là, vous savez que je suis en train de dire des choses que vous connaissez. Je peux en omettre certaines. Vous m'en faites grâce. Ou je peux juste en parler sous un autre angle qui n'était pas le vôtre. Vous comprenez cela? Et quand je n'ai pas complété, vous venez même me compléter dans les commentaires. Lisez les commentaires les uns des autres. Et vous comprendrez. Vous pouvez tout le temps augmenter sur ce que j'ai dit. Vous pouvez tout le temps modifier ce que j'ai dit. Même si j'ai dit quelque chose qui n'est pas ce que vous croyez. Il ne faut pas me tuer. Nous sommes dans le même bateau. Nous sommes là pour la même cause. Donne-moi la grâce. Hier, j'ai partagé la vidéo d'une personne. C'est une jeune dame, ça peut être très clair. Je pourrais dire que c'est une mulâtre. En mode quelque. Son nom est très composé là. Elle porte 4 noms. Et elle porte un t-shirt sur lequel il y a la photo de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Quand j'ai partagé ça, ce n'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Non, loin de là. Je suis d'accord avec au moins la moitié de ce qu'elle dit. Parce qu'il y a des choses par lesquelles elle a accroché Tshisekedi, je ne suis pas d'accord avec. Mais ce n'est pas parce que elle a accroché Tshisekedi que je soutiens que je vais rejeter tout ce qu'elle dit. Non. Elle ne dit rien contre notre pays. Tout ce qu'elle disait vraiment, c'est pour notre pays. Évidemment, quelque part, elle avec une petite griffe, elle est graphine Tshisekedi. So what? Ça peut arriver. C'est ça, nous aimons tellement notre pays qu'avec cette passion, ça peut arriver qu'on se graffine les uns les autres, mais tout en regardant en avant, en affrontant le même ennemi, ça peut arriver. Alors, j'ai partagé sa vidéo parce que je voulais que les gens écoutent ce qu'elle dit, de bien qu'elle dit. Ce que vous n'êtes pas d'accord avec, ça ne change rien. Elle est en train de défendre le pays. Quand il y avait eu un frère qui avait dit dernièrement, quand on dit, oh, Goma est tombé, il dit, non, il montre les photos des militaires, des mercenaires romains qui sont là, il dit, oh, tout est sous contrôle. Et pendant que moi, je savais que ce n'est pas sous contrôle parce que les gens me disaient sur le terrain ce qui se passait. Je n'ai pas sauté sur l'occasion pour dire que je vais aller démolir le frère. Non, je sais que c'est un combattant de premier rang pour le pays. Et s'il a dit ça comme ça, je dis, pourquoi il dit ça comme ça? C'est pour remonter le moral de ses compatriotes, pour les garder dans la communauté du pays.
pour que personne ne quitte le front, que personne ne quitte la ligne de combat. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et pourtant, lui-même, je ne pense pas qu'il pouvait y croire. Parce que les heures qui suivaient, on a vu que ce n'était pas vrai. Mais je ne suis pas venu retourner et dire, hey, toi, tu avais dit ceci, regarde, où tu vois? Non. On passe. Le frère voulait juste travailler pour le pays. C'est comme ça que nous devons être. Je sais que le président est mal entouré et des gens qui cherchent à le tuer sont juste là. Quand Kagame dit oh, ça c'est un idiot, parce qu'il sait que les gens qui sont tout autour là, ce sont ces gens. Et je le dis chaque fois. Je dis des choses, vous ne savez pas hein, que nous qui sommes de l'Est du Congo, c'est comme si on n'avait pas droit de parler. C'est pour ça que vous n'allez pas voir quelqu'un de l'Est comme moi, quelqu'un dit du commun, parler comme ça. Vous n'allez pas le voir. Parce qu'ils sont dans... C'est comme s'ils sont vendus. Tous. Ils sont vendus. D'autres sont juste traumatisés. C'est une grosse psychose qu'ils ont endurée pendant 30 ans. Alors ils préfèrent être là comme ça. Regardez. Mais quand moi je parle, ils m'écrivent des messages. Bertin, utakufa bure, utakufa bure. Bertin, utatuwisha huku, utatuwisha huku. Je leur ai dit, on ne va pas vous tuer parce que moi j'ai parlé comme ça. On va vous tuer parce qu'on voulait vous tuer. Parce que vous ne dites rien et vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit et j'ai cette plateforme où je parle. La seule personne qu'on va chercher à zigouiller, c'est moi. Et si quelqu'un vous touche, il peut le faire parce qu'il en a les moyens maintenant. Il n'aura pas les moyens jusqu'au moment où moi aussi je mets la main sur lui. Il peut vous tuer aujourd'hui et demain ou en pleine nuit, il est mort de crise cardiaque. Ou le lendemain, il est mort, je sais pas, d'arrêt cardiaque aussi, ou il se noie ou quoi, il est mort. Mais il a tué et moi je sais qui vous a tué. C'est que les représailles vont tomber directement sur ceux qu'il a laissés. C'est comme ça. C'est la loi du talion. Le Rwanda tue chez nous. Nous devons tuer au Rwanda. C'est comme ça. Kagame, à un moment, quelqu'un lui faisait une interview, il lui dit, on t'accuse d'avoir tué les Congolais, il y a 15 millions de morts. Il avait dit, I don't care. La vidéo se trouve. J'ai trouvé aussi une vidéo de lui, dans une autre interview, quelqu'un lui dit, est-ce que ça valait la peine de tuer Abiyarimana, tout ça? Il a dit, si lui, si il n'était pas mort, c'était moi qui allais mourir. Puis on dit, est-ce que ça valait la peine de le tuer? Pour subir tout ce que le pays a subi, il a dit, I don't care. Donc lui là, il est quelque chose. Je viens de penser à une chose. Je vais aller vérifier la définition d'un mot. Je vais voir si ce n'est pas ça Kagame. Et la prochaine vidéo, je ne vais parler que de ça. Ce sera peut-être 5-10 minutes, vous verrez. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Soutenons Tshisekedi, on reste derrière Tshisekedi, nous gagnerons cette guerre pour la simple raison, c'est que les Rwandais d'aujourd'hui ne vont pas gagner. Ils n'ont pas le peuple avec eux. Le peuple de Goma ne veut pas d'eux. C'est pour ça qu'ils sont en train de tuer les jeunes. Parce qu'ils se disent, ces jeunes, soit ils sont avec nous dans notre groupe, ou nous les massacrons. Parce que demain, ils vont se retourner contre nous. C'est pour ça qu'ils sont en train de tuer les jeunes. Ils sont en train de tuer les enfants. Parce qu'ils savent que ces enfants, dans 5 ans, l'enfant de 5 ans aujourd'hui aura 10 ans. S'il a 10 ans aujourd'hui, il aura 15 ans. Il s'approche de l'âge de faire de guerre. La guerre, il va les repousser. C'est parce qu'ils sont en train de massacrer les jeunes gens. Jeunes gens, continuez. Faites comme les Algériens contre les Français. Quand les Français ne voulaient pas quitter l'Algérie et que les Algériens voulaient se débarrasser des Français en Algérie,
Tout Algérien, incluant les enfants, ont appris à tuer, ont appris à poignarder. Il rencontre un soldat français qui est Kidiba. Il rencontre un soldat français qui ne regarde pas. Une petite arme sort de sa poche, poum, il le fait tomber, ils retournent dans leur maison. Quand les autres vont venir en courant, ils trouvent qu'il est mort. Qui l'a tué? On trouve seulement qu'il y a des petits enfants de 5 ans. On dit non, ce n'est pas eux. Ça ne peut pas être ces enfants de 5 ans. On cherche l'adulte, il n'y a pas d'adulte. Et pourtant, c'est les petits là de 5 ans. Vous allez faire ça. À Bukavu, il y a encore bino, Boyina Bango. Goma kutu, bazana mwa ba sympathisant. Mais na Bukavu, Bashi, na Bahavu. Baringa Bango te, Barega. Ya! Barega. Barega na Bashi. Non, non, les Rwandais n'ont aucune chance là-bas. Et là, ils ont un commandant Massunzu qui fait le travail comme il faut. Dieu, que Massunzu ne change pas. Je vous assure que les Rwandais n'auront aucune chance. Ils ont voulu faire ça, ils sont venus avec 10 000 hommes encore. Non, ça n'a pas fonctionné. Massunzu les a canardés. Il y a ceux qui défendent le pays, sauf ces traîtres de Congolais. Siku za mwizi ni 40. 41 akamatwa. Le voleur n'a que 40 jours avant qu'on l'attrape. Au 41e, on l'attrape. Voilà ce que je voulais vous dire, très chers conspirés. Le peuple est derrière Tshisekedi. Tshisekedi est avec son peuple. Tshisekedi se bat pour le pays et le peuple se bat avec lui. Contre les ennemis, nous gagnerons. Hurrah!